Dans le cadre de ma présentation, je vais parler de RER métropolitain ou plutôt de services express régionaux métropolitains de mobilité, ce qu'on appelle les SERM. Et c'est vraiment un sujet qui revêt un fort enjeu pour le Sud-Alsace et plus largement le Haut-Rhin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au niveau des transports collectifs à l'échelle du département, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une offre TER qui est d'assez bonne qualité, avec le TER 200, c'est la ligne noire qui figure sur la carte, avec des dessertes TER omnibus entre Mulhouse et Bâle ou Mulhouse et Colmar qui sont de bonne qualité. Par contre, on a des marges de progression sur Mulhouse-Mulheim, dans la vallée de la Thur, sur Mulhouse-Belfort, ou bien encore sur Colmar-Breisach, où on n'a pas de dessert ferroviaire, ou sur Guebwiller-Bolwiller. On a des réseaux urbains qui sont également d'assez bonne qualité, mais qui mériteraient d'être confortés, affirmés, développés. On a un réseau autocar qui est largement perfectible, parce qu'il a essentiellement une vocation scolaire. Plus de 80% de sa fréquentation est assurée par des étudiants ou des scolaires. Et souvent, les dessertes présentent des temps de parcours beaucoup trop longs. Donc c'est peu attractif pour les actifs notamment. Ce qui génère en fait des problèmes d'accessibilité au niveau des vallées vosgiennes, comme la Dolère, le Florival, la vallée de Kaisersberg, le secteur de la Plaine et du Sundgau. Donc ça pose un certain nombre de soucis. Donc globalement, au niveau du Haut-Rhin, on a bons fondamentaux transport collectif, mais on peut largement mieux faire. Et on peut se poser vraiment la question des secteurs périurbains qui sont aujourd'hui encore très peu dotés. Et dans ces secteurs périurbains, on peut se dire, tant pis, les gens vont devoir prendre la voiture et on ne va rien leur proposer. En fait, raisonner comme ça, c'est faux, puisqu'aujourd'hui, on a vraiment un changement de donne au niveau national depuis 5 ans, avec plusieurs lois importantes, donc, dont la loi d'orientation des mobilités, qui fixe, entre autres, l'objectif de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les agglomérations à un horizon 2030, donc objectif très ambitieux. On a la loi climat et résilience qui a instauré la mise en place des zones à faible émission mobilité dans les principales agglomérations françaises, dont Mulhouse, donc le Sud-Alsace est concerné. Et on a également une loi toute récente qui découle de l'annonce du président Macron en novembre 2022 de lancer 10 projets de RER en province et qui s'est traduite par cette fameuse loi sur les services express régionaux métropolitains qui définit en fait un cadrage du concept, un cadrage des méthodes d'intervention, un cadrage des façons de faire. Donc on entre vraiment dans une nouvelle ère du transport public. On a vraiment un gros changement. Pendant une quinzaine d'années, on sentait qu'il y avait un peu un flottement, notamment par rapport au développement d'un certain nombre d'infrastructures. Là, le RER métropolitain, c'est vraiment l'occasion de relancer un petit peu la machine du transport public. Et pour vraiment permettre un report modal de la voiture vers le transport collectif, il ne faut pas se contenter de mesurettes, il faut taper très fort. Et c'est pour ça que le SERM repose sur un choc d'offres, avec des dessertes ferroviaires cadencées, avec des dessertes en soirée, renforcées le week-end, avec des autocars express, là où il n'y a pas de desserte ferroviaire, donc des autocars rapides, avec des voies réservées dans les secteurs les plus engorgés, avec des autocars confortables, avec des sièges confortables, des prises avec lesquelles on peut charger son portable, le Wi-Fi. Vraiment qu'on ait une expérience train en cours du déplacement. Mais le service express métropolitain, c'est également le vélo, c'est le covoiturage, c'est les gares, les pôles d'échange multimodaux, pour passer d'un mode à un autre. Et il y a également une dimension service. Donc avec l'enjeu d'avoir un titre de transport unique, une information voyageur intégrée. Donc l'idée, c'est vraiment de crédibiliser les alternatives à la voiture. Il faut que ça fonctionne bien. En Europe, au niveau des réseaux RER ou SERM, du moins, c'est pas tout à fait la même chose, mais on s'en rapproche au niveau du concept. Tous les petits points verts que vous voyez, c'est des réseaux RER au niveau européen. On remarque qu'en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, on en a tout plein. Côté France, je dirais, peut mieux faire. Mis à part Paris, Bordeaux, le Genevois, on a très peu de services express régionaux métropolitains.
Par contre, nous, dans le Rhin supérieur, on a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment dans un contexte où on a déjà cette approche périurbaine, notamment avec le tram-train de Karlsruhe, avec le tram-train de Mulhouse, le REM de Strasbourg, le Breisgau S-Bahn de Fribourg ou encore le RER trinational de Bâle. Alors là, il y a quelques exemples de réseaux RER. Donc celui de Strasbourg, il repose à la fois sur une desserte TER qui a été renforcée massivement, 700 trains en plus par semaine, depuis décembre 2022, complétée par des autocars express là où il n'y a pas de TER. Donc on a vraiment des alternatives qui tiennent la route, qui sont crédibles en deuxième et troisième couronne. C'est souvent les secteurs un peu délaissés par le transport public. Et c'est un projet qui s'effectue en plusieurs étapes. Alors là, on a des représentants du ZRF dans la salle, et je les remercie de leur présence. Donc le Breisgau S-Bahn de Fribourg. Donc là, on est sur un réseau pareil, train, autocar plus efficace. Et l'idée du réseau ferroviaire, ça a été vraiment de le moderniser, c'est-à-dire l'électrifier, refaire les ballasts, revoir les courbures, créer des points de croisement sur les voies uniques pour renforcer non seulement le nombre de dessertes, le nombre de trains, mais également la vitesse. Donc là, les traits rouges que vous avez sur la carte, c'est l'ensemble du réseau S-Bahn de Fribourg. Et on a également une bonne coordination entre les dessertes autocars et rails, puisque les dessertes autocars en parallèle des voies ferrées ont été supprimées et ont été transformées en dessertes en rabattement sur les gares. C'est ce qu'on voit sur la photo en bas à droite avec une correspondance claire. Plus loin de chez nous, il y a le Léman Express. Donc ça, c'est un projet qui a vu le jour en décembre 2019. Donc entre Coppet et Annemasse, il y a un train toutes les 10 minutes et dans chaque sens. C'est vraiment une desserte très très forte. Il y a plus d'1,7 milliard qui ont été dépensés sur ce projet. Et ce projet, il a été victime de son succès, puisque aujourd'hui on compte 70 000 voyages jour. Initialement, l'objectif c'était d'avoir 50 000 voyages jour, donc ça pose tout un tas de problèmes d'engorgement, de saturation du réseau. Donc il y a des réflexions en cours pour acheter des rames supplémentaires, renforcer les infrastructures. Au niveau français, on a le RER métropolitain de Bordeaux. Sa caractéristique, c'est que c'est un projet phasé dans le temps aussi, avec une ligne autocar express qui a été mise en place entre Créon et Bordeaux, et quelques desserts déjà TER diamétralisés entre Arcachon et Libourne, sans changement au niveau de la gare de Bordeaux. Donc, et après, il y a des phases ultérieures qui vont intervenir. Au niveau France, alors les projets de CERN ou de RER potentiels. Le président de la République avait parlé de 10 projets potentiels. Aujourd'hui, on en est à une vingtaine, 25 je crois. Donc ça fait beaucoup, il y a une inflation autour de ces projets. Mais on a de la chance, parce qu'on a le projet Mulhouse-Bâle, qui a été fléché au niveau national et par la région, comme CERN potentiel. Et ça avait déjà été fléché également dans les études SNCF Réseau de 2020. Donc c'est vraiment une opportunité historique pour le Sud-Alsace. Et cette opportunité historique, elle est également confortée par le schéma directeur des mobilités du Haut-Rhin, qui a été approuvé par l'ensemble des présidents du PCI en mars 2023 et qui fléchait également aussi des ambitions au niveau ferroviaire, au niveau du département. Donc sur la carte, on a représenté avec des traits noirs le réseau ferroviaire existant. Les doubles traits représentent les réactivations de voies ferrées comme Colmar, Breisach ou comme Guebwiller, ainsi que la création de la voie ferrée sur l'Euro-Airport. Donc l'objectif c'était de se projeter à un horizon 2040, d'une part au niveau des infrastructures et d'autre part au niveau des dessertes. C'est ce qu'on a dessiné là. Donc là c'est le RER de Fribourg en bleu actuel. Et l'idée, dans le cadre du schéma directeur, c'est un horizon 2040, c'est d'avoir des dessertes de Fribourg jusqu'à Münster, en passant par Colmar, ou allant jusqu'à Mülheim et qui rejoignent Mulhouse. Au niveau du réseau express métropolitain de Strasbourg, l'idée, c'est, aujourd'hui, il est terminus Célestat, c'est de prolonger la desserte jusqu'à Colmar. Au niveau du RER trinational de Bâle,
Aujourd'hui, c'est les traits jaunes, avec une ligne également supplémentaire, mais avec une correspondance entre Mulhouse et Bâle. Et l'idée, c'est d'avoir des dessertes directes vers Pratteln dans le cadre du raccordement ferroviaire de l'Euro Airport depuis Mulhouse. C'est-à-dire que depuis... Bon, M. Barthes l'expliquera mieux que moi par la suite. Mais l'idée, c'est d'avoir déjà une ambition à un horizon 2030. Et les élus souhaitaient également qu'il y ait une réflexion pour prolonger ce RER de Bâle jusqu'à Colmar et jusqu'à Belfort. Donc, on a vraiment une ambition très forte de se rapprocher au réseau RER des voisins et avoir de bonnes connexions transfrontalières. Là où il n'y a pas de train, on a également, les élus ont proposé de mettre en place des dessertes autocars express, donc notamment par exemple dans le Sundgau, sur la vallée de la Dollère, en plaine d'Alsace, dans la vallée de Kaisersberg, pour vraiment avoir un système global de transport. Et ce schéma directeur des mobilités du Haut-Rhin, ça peut être vraiment l'une des premières pierres pour la mise en place d'un CERM Sud-Alsace qui va se construire au cours de l'année qui vient. Donc dans ce document, on remarque qu'on a beaucoup parlé des connexions, notamment vers Bâle, du projet de RER de Bâle, et ça fait la transition avec l'intervention d'Emmanuel Barthes, qui va nous présenter toute la démarche et ainsi que les projets qui vont venir à un horizon 2035 et au-delà. Emmanuel, à vous la parole. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous présenter le projet du RER international de Bâle. Je commence avec une excuse, la langue de Molière n'est pas ma langue maternelle, mais je vais essayer de me débrouiller. Alors, merci. Le réseau du RER international de Bâle, Stéphane Dreyer vient de l'expliquer, il est centré sur Bâle, avec 7 branches convergentes vers les 2 gares bâlois. Alors vous voyez que la ligne Mulhouse-Bâle, elle consiste à une de ces 7 branches. Il y a 3 autres du côté allemand et 3 de la partie suisse qui se rejoignent à Bâle. Et aujourd'hui, tous les trains sont terminus à Bâle, soit à la gare Basel-SBB, la gare du côté gauche du Rhin, soit au Badische Bahnhof de l'autre côté du Rhin. Aujourd'hui, alors ça c'est les chiffres de 2019, on a près de 50 millions de passagers par an. On est juste en train de recueillir les nouveaux chiffres pour 2023, mais ça semble être très similaire, bien sûr. Pendant Covid, il y avait une baisse, mais on est au retour à la normale. Vous voyez ici bien que le réseau RER, dans cette graphique, il peut ressembler un petit peu à un RER quelconque, un RER normal, mais la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de ligne diamétrale. Alors, normalement, pour un système RER, c'est une caractéristique centrale d'avoir des liaisons directes avec lesquelles on peut changer de train ou changer à un autre mode à différents arrêts dans le centre de l'agglomération. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut toujours changer soit à Bâle SBB, soit au Badische Bahnhof, avec des correspondances qui ne sont pas vraiment attractives et parfois des temps d'attente. Et surtout aussi pour les infrastructures, c'est une grande charge et même une surcharge pour les 2 gares parce qu'il y a beaucoup de monde qui change de train et sont déjà aujourd'hui à la limite. Comment est-on organisé pour procéder à cette planification du RER national? Il y a 6 autorités organisatrices qui sont responsables. Strictement, il y a même 7. Il y a 6 autorités organisatrices régionales. C'est la région Grand Est, bien sûr, pour la partie française. Il y a le Land du Bade-Württemberg et 4 cantons de la Suisse du Nord-Ouest. Et en Suisse, il y a aussi la Confédération qui est comme co-AOT avec les cantons, alors qui participent au financement de la commande de l'offre ferroviaire. Et pour avoir une planification coordonnée, les 6 AOT régionales ont créé en 2018
Il y avait déjà quelques travaux avant, mais en 2018, c'était formellement la création d'une plateforme de coordination trinationale sous le nom de Triréno. Triréno est organisé dans une structure porteuse d'une association au droit suisse qui s'appelle Aglo-Basel. Vous voyez ici tous les membres qui ont adhéré à l'association. Vous voyez aussi qu'il y a deux types de membres, où il y a deux domaines de mission dans cette association. Il y a le domaine de mission de Triréno pour le RE national avec les AOT que je viens de mentionner. Il y a aussi l'aglo-programme, le projet d'agglomération de l'agglomération trinationale de Bâle. Là, le projet d'agglomération, c'est un instrument de la Confédération suisse pour bien coordonner la planification des transports et l'aménagement urbaniste. Voilà. Pour assurer qu'une stratégie trinationale soit cohérente avec les différentes mesures qui sont proposées. Et si cette condition est satisfaite, la Confédération elle cofinance les mesures d'infrastructure avec un taux d'une trentaine de 30% environ. Voilà. Et pour cette raison, il y a d'autres membres côté français et allemand, c'est l'agglomération et la Landkreis Lörrach qui sont responsables pour l'aménagement. Et donc, dans le domaine de l'aglo-programme, c'est eux qui sont les membres dans l'association Aglo-Basel. Et pour le RER, c'est les autorités organisatrices, alors la région et le Baden-Württemberg. Et pour les membres suisses, c'est les cantons pour les deux missions. Nous avons des comités au niveau politique, la direction politique avec des élus côté français, côté suisse et allemand. Nous avons une direction opérationnelle aussi avec des membres des différentes AOT. C'est Valérie Burezi qui est présente ici, qui représente la région Grand Est dans ce comité. Et on a des commissions et bien sûr le bureau qui est basé à Liestal avec aujourd'hui 9 collaborateurs. Vous voyez ici qu'un avantage du fait qu'on a les deux domaines de mission dans la même association, c'est que le développement du RE national, qui est dans la responsabilité des AOT, est bien coordonné avec le développement de l'aménagement. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la vision d'avenir 2040 de l'agglomération de Bâle, qui a été adoptée au niveau trinational et qui est bien coordonnée avec le SCOT et le Regionalplan, les Richtplan en Suisse, et qui donne une fonction très importante à l'aménagement du RE national. Alors les lignes noires, c'est les lignes ferroviaires du RE national. C'est toujours là où il y a le renforcement de la densité et des pôles de l'urbanisme. Et ça permet aussi de bien veiller à ce que les territoires entre les vallées qui sont développées soient aussi un petit peu protégés, que la pression de développement soit un petit peu réduite dans ces territoires qui sont aussi importants pour l'espace naturel, pour les loisirs. Et ça permet aussi d'un petit peu avoir un levier de mettre en œuvre cette stratégie. Voilà. Si on revient à la planification du RER, nous, côté Triréno, nous avons adopté des concepts d'offres cibles à différents horizons. Vous voyez à gauche l'offre d'aujourd'hui, 2024, avec les lignes isolées, terminus à Bâle. Il y a une offre à long terme, on parle d'un horizon avec Herzstück. Herzstück, c'est un projet d'infrastructure centrale dans la ville de Bâle qui relie les différentes gares bâloises avec une ligne souterraine dédiée au service RER. Là, on parle d'un horizon, disons, 2040-50. Mais nous avons déjà des éléments d'offre qui peuvent être réalisés déjà avant cette création du Herzstück. Là, on parle de l'état cible à l'horizon 2030 à 35. Je vais vous expliquer en détail ces deux horizons. L'horizon 2035, c'est l'élément structurant, c'est les diamétrisations entre la France et la Suisse.
Si vous connaissez la gare de Bâle, vous êtes rendu compte peut-être que pour voyager entre la branche française de Mulhouse et continuer vers la Suisse, il ne faut pas de repoussement. Alors on pourrait théoriquement juste continuer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas par l'offre, mais c'est quelque chose qui est faisable à cet horizon, 2030 à 35. Et l'objectif, c'est d'avoir un cadencement élevé, normalement de 30 minutes par ligne, et par la superposition de différentes lignes, on arrive à une cadence de 15 minutes dans les sections plus centrales du réseau. Et avec des nouveaux arrêts proches des pôles de développement qui nous permettent aussi de gagner la demande qui est nécessaire pour renforcer l'offre. En détail, vous voyez ici la branche française. Jusqu'en 2035, il y a différents projets d'infrastructure qui se feront entre Mulhouse et les terminus suisses. Ça nous permettra d'introduire 2 lignes RER. C'est la S2 qui reliera Mulhouse à Liestal et la S4 qui reliera la nouvelle halte de l'Euroairport vers Laufen. Et si je parle de l'Euroairport, c'est déjà une première halte qui sera rajoutée au réseau avec une demande bien non négligeable. Il y a d'autres arrêts supplémentaires ici à Bâle-Nord-Gartenring et ici à Dornach. Les 2 ou les 3 sont très proches des pôles de développement et les arrêts sont un élément important pour bien assurer la bonne mobilité dans ces pôles de développement. Chaque ligne, comme j'ai dit, est normalement opérée à une cadence de 30 minutes, ce qui donne ici sur cette section Euroairport à Bâle CFF 4 trains par heure. Et si on prend en plus le TER 200, qui existe aujourd'hui, que vous connaissez bien, nous avons même 6 trains par heure sur cette section entre l'Euroairport et Bâle. Pour arriver là, il faut bien sûr un grand nombre de projets d'infrastructure. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je veux juste vous montrer la multitude. Les projets numérotés ici en noir, c'est les projets qui sont déjà 100% financés et une grande partie est déjà dans la réalisation, comme par exemple ici la modernisation du Mulhouse et d'autres en Suisse. Et les projets en vert, c'est lesquels on est toujours dans une phase d'étude et pour lesquels le financement est avancé mais qui n'est pas encore 100% bouclé, mais qui vont dans une bonne direction. Par exemple, ici, la nouvelle liaison de l'Euroairport et d'autres mesures aussi en Allemagne qui permettent des aménagements d'offres à l'horizon 2035. Quels sont les éléments qui nous occupent maintenant pour mettre en œuvre cet horizon? Il y en a différentes. Bien sûr, les projets d'infrastructure, il faut les financer et les mettre en œuvre. Il nous faut aussi du matériel roulant transfrontalier qui doit être financé et commandé pour bien être disponible à l'heure. Il faut bien veiller à ce que la capacité sur les infrastructures soit disponible pour le service régulier, mais aussi pour le garage et l'entretien des rames. Il faut régler la gouvernance de la part des AOT suisses et à l'AOT française, comment ils vont procéder à la commande de ces prestations ferroviaires. Il faut après régler entre les exploitants comment ils s'organisent avec l'organisation de leur part pour les services transfrontaliers. Il faut une tarification transfrontalière, il faut une communication et d'autres détails de plus. Alors, bien qu'on est aussi proche que jamais à cette offre, il y a toujours du travail à faire. Et l'autre horizon dont j'ai parlé, c'est l'horizon un petit peu plus lointain, c'est celui du Herzstück. C'est là où toutes les branches du RER seront raccordées entre eux. Alors, il n'y aura aucun RER qui sera terminus à Bâle. C'est chaque ligne qui converge vers Bâle continuera sur une autre branche avec une desserte fine du centre de l'agglomération. Voilà, en détail, ça voit comme
comme ici. Vous voyez ici, au centre, il y a cette nouvelle ligne qui relie Bâle CFF avec une nouvelle halte souterraine juste au centre-ville de Bâle, près du Marktplatz, Basel-Mitte, et qui reliera la gare allemande Bad Bahnhof et la gare de Bâle-Saint-Jean, pour juste ici permettre une offre très, très régulière et cadencée dans le centre de l'agglomération, et aussi de permettre à toutes les branches d'être reliées vers d'autres branches. Il y aura aussi d'autres arrêts supplémentaires, et il y aura surtout des renforcements de cadence sur les branches qui n'ont pas encore été renforcées à l'horizon 2035. Voilà, par exemple, ici, entre Rheinfelden et Bâle. En général, sur chaque branche, il y aura une cadence de 15 minutes dans une section centrale, et après, dans les sections plus périphériques, c'est les 30 minutes qui font le standard. Là aussi, on a bien veillé à renforcer l'offre là où il y a une urbanisation qui est en cours. On voit ici schématiquement des pôles de développement qui sont très proches des arrêts où on aura un renforcement de l'offre. C'est bien pour garantir la demande nécessaire sur les trains de l'erreur, mais c'est bien plus important de aussi garantir une mobilité appropriée pour ces zones de développement et aussi pour l'agglomération en général. Pour arriver là, il faut bien sûr aussi quelques infrastructures supplémentaires. Le nombre des infrastructures est un petit peu moins élevé, mais leur envergure est d'autant plus grand. Alors il faut bien sûr le Herzstück, le numéro 25, il faut des aménagements sur les branches, soit sur la partie française. Là il y a un quadruplement de la ligne entre Saint-Louis et Bâle-Saint-Jean par exemple. Voilà. Alors quelques infrastructures supplémentaires qui sont déjà à l'étude dans le cadre de ce qui s'appelle en allemand le Kapazitätsausbauknoten Basel, c'est l'extension de la capacité du nœud de Bâle. C'est un projet qui est financé par la Confédération suisse, aujourd'hui avec 100 millions de francs suisses, juste pour la planification, et qui est actuellement à l'état de l'étude préliminaire. Alors, CFF Infrastructure avec les autres gestionnaires d'infrastructures sont chargés. Et dans la foulée, on commencera avec l'avant-projet déjà sur quelques éléments de cette extension de capacité du nœud ferroviaire de Bâle. Une première étape de cette extension pourrait être une gare souterraine de la gare de Bâle CFF. Ça veut dire 4 voies additionnelles au niveau souterrain pour désengorger ce goulet d'étranglement de la gare de Bâle CFF, qui est bien sûr compatible avec le développement après, avec la création de cette ligne souterraine du Herzstück. Avec ça, il y a d'autres effets que nous traitons de la part de Trégino. Avec cet aménagement de l'offre, on aura un plus grand nombre de trains et on aura des trains plus longs. Alors il faudra d'installations supplémentaires pour le garage de ces rames et aussi pour l'entretien de ces rames. Et comme c'est un réseau trinational, on a démarré un processus de chercher les emplacements idéaux de la perspective de l'aménagement du territoire, mais aussi bien sûr dans la perspective de l'exploitant ferroviaire, où se trouvent ces emplacements supplémentaires pour garer les trains et pour avoir des voies de service. C'est évident que chacun désire une offre plus cadencée et plus forte, mais bien sûr, maintenant, il faut veiller à ce que ces installations qui sont importantes, qui sont conditions préalables pour que ça puisse être mis en œuvre, soient aussi assurées. Et pour ça, le processus a pour but de juste inscrire dans les instruments de planification, soit le SCOT, soit les instruments allemands ou suisses, soit les PLU aussi en France, ces emplacements qui paraissent opportuns
pour ce type d'installation. Et la réalisation, elle se fera dans un horizon un petit peu plus lointain. Voilà. Ça, c'est le processus. Il y a différentes étapes et on a juste eu une rencontre avec les communes côté français en automne passé pour leur aussi présenter cette démarche. On vise à avoir des premiers résultats fin 2024 au commencement 2025. Voilà. Alors pour résumer, quels sont les enjeux, pourquoi on veut ce renforcement de l'énergie nationale, plus de liaisons directes par rapport à aujourd'hui, un cadencement plus élevé, vers une cadence de 30 minutes, voire 15 minutes, et une meilleure desserte du territoire par des nouveaux actes. Et ça, c'est une question qu'il faut toujours bien peser, parce que l'addition de nouveaux haltes, ça ralentit aussi un petit peu le système. Alors on s'est limité à planifier des nouveaux haltes juste là où il y a vraiment un grand potentiel de passagers qui montent et qui descendent du train. En général, une amélioration de la mobilité pour l'agglomération et de l'accessibilité, permettre un développement harmonieux de l'urbanisation, alors utiliser le développement ferroviaire en tant qu'instrument de l'aménagement territoire. Et grâce à cette infrastructure qui est nécessaire pour les RER, on aura aussi davantage de capacité pour les grandes lignes et pour le trafic fret. Et en total, ça permettra une contribution pour le transfert modal de la route vers le rail, aussi, pas seulement pour les RER, mais aussi pour les autres transports ferroviaires, et aussi une contribution aux objectifs climatiques par l'électrification des transports. Voilà, c'est tout ce que j'ai préparé. Je suis bien sûr à disposition pour les questions après, mais je donne la parole à Mme Bosserian, qui parlera de la part de la région Grand Est. C'est les petites flèches. Et alors, il y a plusieurs. Ah, voilà. Bonjour à tous, Julie Bosserian, déléguée au grand projet de mobilité durable à la région. Cette délégation a été créée au 1er septembre 2023, je voulais vous le dire, pour s'occuper des services express régionaux métropolitains. Donc la région Grand Est se saisit pleinement de l'opportunité offerte par la loi pour construire une démarche partenariale et co-construite avec l'ensemble des territoires. Alors, on a déjà eu une belle introduction par mon collègue de la FUT, donc je n'y reviendrai pas trop dans les détails. Néanmoins, pour vous rappeler que cette loi a été promulguée le 27 décembre dernier. Donc la région Grand Est, en anticipation de la loi, s'est vraiment pleinement saisie de cette démarche et de cette opportunité. C'est une loi aussi qui définit une nouvelle catégorie de projets. Les projets de services express régionaux métropolitains, où la part belle est faite aux services. J'y reviendrai. Et puis, elle prévoit aussi quelque chose d'assez particulier, le principe d'extension de la Société du Grand Paris. Donc, ce principe d'extension lui permet d'intervenir hors territoire Île-de-France, parce que la Société du Grand Paris, comme vous le savez peut-être, a réalisé le Grand Paris Express et a construit 200 km de voies nouvelles de métro, 68 nouvelles gares, et la loi lui offre la possibilité d'intervenir hors de son champ de compétences, dans son champ de compétences, mais hors territoire Île-de-France. Donc comme je le disais, au 27 décembre, la Société du Grand Paris est devenue la Société des Grands Projets, parce qu'elle n'intervient plus que sur Paris, mais en dehors. Et puis cette loi dédie et impose aussi une mobilisation de moyens dédiés par les opérateurs, à la fois SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion et la SGP. Elle permet aussi de fiabiliser un plan de financement souvent sur des opérations qui sont extrêmement complexes, extrêmement lourdes et extrêmement coûteuses. Et ça permet justement d'éviter les effets de stop and go souvent sur des opérations où on a à un moment les moyens, après on les a plus et comment on continue. Donc c'est vraiment pour pouvoir travailler sur un plan de financement sur le long terme. Et puis c'est surtout l'opportunité de créer un consensus autour de projets de mobilité, souvent complexes, multipartenariales, multi-acteurs et multithématiques, et surtout d'assembler tous les territoires autour d'un projet commun de territoire. Comme le disait Stéphane, et je passe très très vite, c'est un service de mobilité global qui s'appuie effectivement sur l'offre ferroviaire, parce que c'est vraiment la dorsale,
Mais sur les territoires où il n'y a pas d'offre ferroviaire ni de système ferré, c'est bien le car express qui pourrait prendre le relais. Donc c'est dans ce sens-là que nous devons réfléchir. Mais avec l'articulation de l'ensemble des transports en commun existants sur les territoires, l'ensemble des modes actifs, et qui s'articulent autour de pôles d'échange. Et la dimension pôle d'échange, gare, quartier-gare a une dimension toute particulière puisque ça sera vraiment partie d'un système. C'est un système qui se met en place sur les territoires. Et comme le disaient très justement mes deux collègues, c'est des services facilitant la vie des usagers. Donc là aussi, la loi vient interférer et dire qu'il faut vraiment travailler à une billettique unifiée, une tarification unifiée, puisque justement dans les projets multi-acteurs, multi-partenaires, transfrontaliers, cette dimension-là est extrêmement prégnante et présente et il faut absolument la traiter. 4 CERM à l'échelle de la région Grand Est. Alors cette carte a déjà été présentée, celle-ci est issue du COI, pour vous dire que on est pas mal doté à l'échelle de la région Grand Est. 3 CERM en maturation dans la première vague, un 4e en maturation dans la seconde vague. Donc on s'engage avec le REM de Strasbourg qui migrera effectivement vers un REM de Strasbourg, un CERM de Strasbourg. Le CERM de Lorraine-Luxembourg, on est sorti de l'approche de Sillon-Lorrain qui était strictement centrée sur le ferroviaire pour avoir une approche territoriale, d'où le nom de CERM Lorraine-Luxembourg. Le CERM de Mulhouse-Bâle, centré autour de l'étoile ferroviaire de Mulhouse, et on pense évidemment à ce travail transfrontalier à mener avec nos partenaires de Suisse. Et puis dans un second temps, le CERM de Reims. Alors, nous nous engageons actuellement pour une durée d'1 an sur une mission de préfiguration avec la Société des Grands Projets, ex-Société du Grand Paris, SNCF Réseau et Gare et Connexion. Nous avons fait une proposition, nous allons travailler une mission de préfiguration qui se conclura par une proposition conjointe de la région et des AOM concourant au financement de l'obtention du statut de CERM. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'il y a une frise et tout un processus à respecter qui est défini dans le cadre de la loi. Donc nous avons élaboré une convention qui permettra la préfiguration du CERM de Strasbourg, Lorraine-Luxembourg et Mulhouse, qui inclut effectivement toutes les liaisons avec Bâle. Cette convention a été validée en séance plénière du 12 octobre dernier. Donc on était déjà en anticipation de la loi pour vraiment être les premiers à pouvoir travailler, notamment avec la Société du Grand Paris, avec Réseau et Gare et Connexion. Et puis nous avons obtenu un financement État-région à parité. Alors, qu'allons-nous faire pendant cette année? Puisque c'est une mission qui va dérouler pendant la prochaine année, qui va durer 1 an, donc c'est bien une mission de préfiguration. Une mission de préfiguration pour élaborer un schéma d'ensemble, un schéma de gouvernance et un plan de financement, parce qu'il faudra bien évidemment préparer ce plan de financement pour chaque projet de CERM. Je détaille un tout petit peu. Le schéma d'ensemble, c'est quoi? Donc, il y a déjà une première phase de diagnostic qui va s'engager de février à mai 2024. Et ce qui était important pour nous, c'est vraiment d'articuler aussi toutes les réflexions qui étaient en cours sur ce territoire. Vous avez un schéma et co-construit un schéma directeur des mobilités qui est extrêmement détaillé, extrêmement construit. Et il y a une excellente base de travail, de réflexion, et on va évidemment s'en servir. On ne va pas créer un diagnostic à partir de rien, on part des éléments de territoire pour en faire une synthèse et pour aller plus loin. Et puis, il y a une seconde phase, c'est pour élaborer ce schéma d'ensemble qui permettra de faire des propositions en fonction de différents scénarios d'offres et qui seront tous évidemment à valider en comité de pilotage. L'élaboration d'un schéma de gouvernance, comment ce CERM sera, gouverné, quel type de structure locale de coordination nous allons mettre en place pour pouvoir piloter cela. Donc ça, c'est aussi les réflexions que nous allons engager cette année. Je n'ai pas encore la réponse, mais tout sera mis à plat et évidemment co-construit et travailler avec les intercommunalités du territoire et nos partenaires transfrontaliers, évidemment, puisqu'il y a une gouvernance à penser et à construire ensemble. Et puis la préparation d'un plan de financement pour chaque projet, parce que le nerf de la guerre, c'est bien les finances et comment fonctionne le projet.
Donc là, il y a plusieurs modèles qui sont offerts à nous. Il y a effectivement le modèle de la Société du Grand Paris. Il y a évidemment différents leviers à actionner qui sont à la fois le CPR, les projets européens, et puis en fonction des projets, vous pouvez cofinancer collectivement. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse puisque la mission s'engage et c'est bien ces éléments qui seront traités tout au long de l'année. Donc cette année, c'est un schéma d'ensemble, un schéma de gouvernance et un plan de financement. C'est bien le triptyque de la mission de préfiguration. Et alors, j'ai oublié la dernière diapo qui m'embête un tout petit peu. Je pensais l'avoir mise, mais je vais la faire de tête. Donc, c'est une mission qui s'engage, comme je le disais, pour une durée d'1 an, avec différents jalons tout au long de l'année. Alors, ces jalons sont imposés par la loi. Donc, nous devons élaborer pour le printemps un dossier de labellisation du futur CERM à destination du ministre, faire état de notre intention de s'engager sur un CERM. Il y aura après différentes instances de travail, donc différents copiles tout au long de l'année. Il y en aura 3, un en mai, un à l'automne et un à la fin de l'année. La fin de l'année, ça nous permettra aussi de déposer notre dossier d'octroi du statut de CERM auprès du ministre des Transports. Donc il y a 2 grands temps dans l'année, ce dossier de labellisation à préparer et la demande d'octroi du statut de CERM qui permettra aussi de débloquer pas mal de sujets, et notamment au niveau des financements. Donc, 1 an, une année dense, à travailler avec vous, et voilà. Donc j'espère avoir été claire et rapide et succinct, parce qu'on va te laisser 5 minutes, et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Merci. Merci Julie, merci Emmanuel.